Alors, on est moins nombreux aujourd'hui parce que il y a les rattrapages de cours, là. Bon, c'est la vie. Du coup, je voulais parler de cosmologie, mais je vais laisser ça... Enfin, du CMB, là, du rayonnement fossile. On en parlera la semaine prochaine, peut-être plus tôt. Donc aujourd'hui, je voudrais donner quelques détails supplémentaires sur la nucléosynthèse dans les étoiles, rapidement. Et puis on verra, soit on parle un peu des rayons cosmiques, soit on parle un peu du milieu interstellaire. Ah, je vous ai ramené ma supernova la semaine dernière. Voilà, juste pour refaire la petite démo. Ah là, c'est incroyable, ça marche à tous les coups. Oups. C'est magique. D'ailleurs, pour les physiciens, un petit exercice sympa, vous prenez 2 balles, l'une sur l'autre qui tombent, et rebondissent au sol. On suppose que les chocs sont élastiques, d'accord. À quelles conditions, sur le rebond, la balle du dessous reste plaquée, reste au repos, et du coup l'autre récupère toute l'énergie? Si ça vous amuse, un petit exercice de choc. Vous écrivez la conservation de la quantité de mouvement et de la... Enfin, en supposant que le support est de masse infinie, enfin c'est la Terre, toujours. Et donc vous avez la vitesse qui s'inverse, vous avez la conservation de l'énergie, et vous trouverez une relation entre la masse des deux boules pour que celle du dessus récupère toute l'énergie. C'est juste, si ça vous amuse. Bref, alors, donc peut-être je vais commencer par vous demander si vous avez des questions sur ce qu'on avait vu. Oui. Ouais. Ouais. Donc, d'accord. Alors, effectivement, donc les sursauts gamma, on va en dire un mot, mais... Alors, si vous n'avez pas bien compris dans quel cas ça se produit, c'est un peu normal parce qu'en fait, on ne comprend pas trop dans quel cas ça se produit. Disons, la source des sursauts gamma, ce qu'ils sont, la physique des sursauts gamma est encore vraiment un sujet d'étude important. On a identifié qu'il y a 2 types de sursauts gamma, des courts et des longs, avec peut-être quelques intermédiaires, mais ce n'est pas clair. Alors j'en dirais peut-être un mot en effet. Donc vous avez dû voir qu'effectivement c'est associé, en tout cas certains sursauts gamma sont associés à des explosions d'étoiles de type supernova, mais plus massives, enfin en tout cas plus énergétiques, ou même ça c'est pas clair en fait. En tout cas avec des éjectats beaucoup plus rapides. Donc ça, c'est ce qu'on appelle souvent des hypernovas, des hypernovae. Et puis, il y a un type de sursaut gamma qui est plutôt lié à la coalescence. Donc ça, c'est plutôt les sursauts gamma courts, coalescence d'étoiles à neutrons, voire trou noir. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'être mieux comprises, en particulier avec la détection des ondes gravitationnelles récentes. Puisque vous posez la question, de toute façon, je voulais parler des supernovas à nouveau aujourd'hui, donc c'est bien. Peut-être juste pour tout le monde, un sursaut gamma, c'est quoi? C'est un sursaut gamma. C'est-à-dire, c'est dans le rayonnement gamma. Donc les rayons gamma, vous savez que c'est de la lumière, enfin c'est du rayonnement électromagnétique, mais beaucoup plus énergétique. Où se place la limite, ça dépend un peu des définitions, peu importe. Enfin, bon, typiquement, c'est de l'ordre de 1 MeV jusqu'à l'infini en énergie.
Donc ça, vous vous rappelez l'électronvolt, l'énergie typique d'un photon de lumière, enfin l'ordre de grandeur typique. Ça, c'est le méga électronvolt, donc 1 million. Donc ça, c'est les énergies de type nucléaire. Hein. Donc c'est des photons très énergétiques. Et donc, en fait, il y a de temps en temps, dans le cosmos, alors pendant longtemps, on n'a vraiment pas su où, ni quand, enfin, ni combien, il y a de temps en temps des sursauts de rayonnement gamma. C'est-à-dire que si on observe le ciel en rayon gamma, grosso modo, on ne voit rien nulle part, parce que des rayonnements intenses comme ça, alors il y a quelques sources précises, des pulsars, quelques sources de très haute énergie qui émettent un rayonnement gamma constant, enfin, en tout cas, il peut y avoir des variations, mais enfin, des sources bien identifiées. Et puis, de temps en temps, quelque part dans le ciel, paf, il y a un énorme, énorme sursaut donc, gamma, c'est-à-dire énormément de photons gamma qui arrivent d'un certain endroit pendant quelques secondes, quelques dizaines de secondes, centaines de secondes à tout casser, et c'est fini. Donc vous avez vraiment, si on regarde la courbe de lumière, en fonction du temps, le flux de rayons gamma, bah, vous n'avez rien, et puis ça redescend doucement, et ça dure pas longtemps, de l'ordre de disons, 10 secondes, 20 secondes, voire moins. Donc justement, alors en fait, si on regarde la durée, il y en a qui sont plutôt de l'ordre de quelques secondes, et d'autres plutôt de l'ordre de quelques dizaines de secondes. Donc on a fini par comprendre que c'était probablement des mécanismes physiques différents. Certains donc sont courts, d'autres sont longs. Les longs seraient plutôt associés à des explosions d'étoiles, et les courts à des coalescences d'étoiles à neutrons. Donc coalescence, ça dit bien ce que ça veut dire. Vous avez deux étoiles à neutrons qui tournent l'une autour de l'autre. Vous avez deux corps, donc évidemment ils gravitent tous les deux autour de leur centre de gravité. En gravitant, ils émettent des ondes gravitationnelles, ça fait perdre donc de l'énergie au système, et donc le système se resserre de plus en plus. Et puis donc plus il se resserre, plus il tourne vite, c'est une conservation du moment cinétique, etc. Et donc plus ça émet d'ondes gravitationnelles, et donc du coup ça perd encore plus d'énergie, et puis à un moment et à un moment les deux cœurs de neutrons fusionnent, ça fait plus qu'un astre, probablement un trou noir derrière. Mais il y a une libération d'énergie aussi à ce moment-là. Bon, les détails, de toute façon, ne sont pas très bien compris. Alors, ça marche aussi avec des trous noirs, hein, ce mécanisme d'orbite, l'un qui tourne autour de l'autre, et puis ça émet des ondes gravitationnelles, et puis ça finit par coalescer. Donc, vous pouvez avoir des coalescences d'étoiles à neutrons, une coalescence d'une étoile à neutrons et d'un trou noir, ou bien une coalescence de deux trous noirs. Et ça émet des ondes gravitationnelles qu'on commence depuis quelques années, 5-6 ans, à détecter. C'est une prouesse remarquable, compte tenu de la difficulté et de la faiblesse de ces ondes, mais bref. Et dans ces mécanismes de coalescence, il y a une libération d'énergie colossale qui peut donner lieu à donc, un sursaut gamma. Alors, qu'est-ce que c'est un sursaut gamma? Donc, ça se manifeste par un sursaut gamma, comme je disais. Et en fait, pour émettre des rayons gamma comme ça, il faut beaucoup d'énergie. Essentiellement, ce qu'on a compris, parce qu'on a aussi des moyens d'estimer justement un petit peu les conditions physiques, on a compris que, en gros, c'est ce qu'on appelle une boule de feu, enfin une fireball en anglais, un plasma extrêmement chaud, en expansion, probablement sous forme de jet, en fait. Par exemple, voilà, vous avez un plasma émis suivant un axe, d'accord, avec probablement de la matière qui est éjectée à des vitesses, pendant un court instant. Alors il peut y avoir une couche un peu lente, une couche un peu plus rapide qui rattrape la couche lente et qui fait du coup une onde de choc et qui va faire des mécanismes de haute énergie, et tout ça, ça va accélérer des particules, émettre du rayonnement. Essentiellement, le point clé pour ces objets, c'est que vous avez ces boules de plasma, une boule de chaude, du plasma, qui est éjectée à la vitesse de la lumière. Alors, pas exactement à la vitesse de la lumière, mais avec des facteurs relativistes, des facteurs de Lorentz, pour ceux qui connaissent, gamma de l'ordre, qui peuvent être très élevés, qui peuvent être de 100 à 300, voire plus. Je
crois que c'est là la limite à peu près de l'écran, là, c'est ça? Ouais, ok. Donc, c'est des... Enfin, c'est vraiment de la matière éjectée à très très grande vitesse. On ne peut même plus parler de vitesse, parce que c'est la vitesse de la lumière, disons, à très haute énergie. Et donc, il y a un rayonnement gamma associé. Et essentiellement, on voit ces sursauts gamma quand on est dans la direction du jet. Alors, beaucoup plus loin, mais dans la direction du jet. Alors, pendant très longtemps, jusqu'à il y a 15 ans, on ne savait pas si c'était des phénomènes extrêmement intenses qui se produisent très très loin ou des phénomènes pas si intenses que ça qui se produisent proches. Vous vous rappelez, c'est une problématique qu'on avait déjà vue pour la distance des étoiles. Est-ce qu'elles sont loin et très lumineuses? Est-ce qu'elles sont proches et juste une petite chandelle qui n'est pas loin? Elle fait plus de lumière qu'une étoile qui est loin. Donc, voilà. Et on n'avait aucun moyen de savoir, parce qu'on voyait juste, voilà, on voyait juste des gammas qui arrivent puis qui s'éteignent. Allez savoir ce que c'est. Et alors pour la petite histoire, ça a été découvert dans les années 70 par les satellites espions russes et américains, en fait, qui essayaient de voir si le traité de bannissement des essais nucléaires était bien respecté. À un moment, on arrête les essais nucléaires dans l'atmosphère, c'est pas bon pour la planète, c'est bon pour personne, on arrête de faire ça. Et alors évidemment, comme ils se doutaient que les autres n'allaient peut-être pas le faire, ils ont envoyé des satellites en orbite qui regardaient les rayons gamma, quoi. Et parce que quand une bombe nucléaire explose, il y a des flashs gamma, évidemment. Donc, et le truc, c'est qu'en fait, ils envoyaient. Et en fait, il y en a à peu près un par jour dans le ciel de rayons gamma, enfin de sursauts gamma comme ça. Et alors, les détecteurs gamma, vous avez le détecteur qui s'allume, vous ne savez pas si ça vient de là, si ça vient de la Terre, si ça vient du cosmos. Donc pendant un petit moment, ils se sont demandé s'il ne fallait pas déclencher la guerre nucléaire. Non, enfin, j'exagère. Quand on voit qu'il y en a un par jour, on se dit qu'il y a un truc bizarre. Donc ils ont quand même assez rapidement compris que ce n'était pas l'ennemi qui était en train de faire des choses pas jolies. Ou alors l'ennemi, c'est le cosmos. Mais... Donc ils se sont doutés que ça venait du cosmos. Et je vous dis, en moyenne, il y en a un par jour, quoi. Donc mais voilà, on voit juste un flash gamma, et comment savoir? Alors, ce qui était intéressant, c'est que si on regarde la distribution, parce que, avec des systèmes de coïncidence, etc., des masques codés, ça c'était plus tard, mais on peut avoir une idée de la direction malgré tout, et un peu approximative. Et on pouvait voir que dans le ciel, il y en a en fait partout. Il y en a un coup là, un coup là, un coup là, enfin bon, partout. Ça avait l'air d'être à peu près isotrope. Oui. Et alors ça, si c'est isotrope, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est pas un truc galactique. Ça vient pas de la galaxie. Parce que la galaxie, elle n'est pas du tout isotrope. Vu d'ici, vous savez bien, ça s'appelle la Voie lactée. La galaxie, vu qu'on est dedans, elle se présente... voilà, si ça vient de la galaxie, les sursauts gamma, ils doivent être dans la bande de la Voie lactée. Or, ce n'était pas du tout le cas. De temps en temps, par hasard, il y en avait un dans la bande de la Voie lactée, mais enfin, ça pouvait être n'importe où. Vraiment, ça avait l'air isotrope, ça vient pas de n'importe où. Donc, ce n'est pas galactique. Et alors, alors, qu'est-ce qui peut être isotrope? Ce qui peut être isotrope, c'est un truc qui est cosmologique, c'est-à-dire qui vient de l'univers entier, donc de bien au-delà de la galaxie, là où, justement, à grande échelle, le cosmos est isotrope. Mais alors, vu l'intensité des rayons gamma qu'on observait, si ça vient vraiment de distance cosmologique, c'est-à-dire vraiment au-delà, ça doit être un truc absolument fou. Et là, il y a des gens qui pensaient que oui, c'est comme ça. Puis il y en a d'autres qui se sont dit, il y a quand même une autre façon de faire un truc à peu près sphérique, quoi, isotrope, c'est qu'au contraire, ce soit beaucoup plus près, que ce ne soit pas, donc on ne voit pas la structure de la galaxie, parce que ça n'a rien à voir avec la galaxie. C'est un truc qui se produit dans le système solaire, grosso modo, peut-être à la fin du vent solaire, il y a des phénomènes, de temps en temps il y a des petites décharges, une espèce d'éclairs, comme des éclairs, là, mais enfin, des espèces de recombinaisons qui, rapidement, émettent des rayons gamma. Du coup, ça se produirait de temps en temps, mais comme c'est pas loin, si c'est pas loin, du coup, il n'y a pas besoin d'une énergie colossale, donc on peut imaginer différents types de choses qui pourraient fabriquer ça. Alors, c'est pas si simple. Alors, il y a 20 ans, vous aviez 200 modèles différents de sursauts gamma qui disaient que ça pouvait être.
comment tirer l'énergie, comment ça fonctionne, voilà. Bon. Et puis, petit à petit, enfin, en fait, il y a eu un événement qui a vraiment fait basculer l'histoire, c'est qu'on a été capable de voir associé à ce sursaut gamma, en fait, un petit peu après, ce qu'on appelle un afterglow, donc un rayonnement qui arrive après, mais dans le visible, en tout cas sur des photons visibles ou infrarouges, enfin là, en l'occurrence dans le visible, si j'ai bonne mémoire, on voit de la lumière après le sursaut gamma dans une direction. Alors le sursaut gamma, il est localisé à peu près, parce que c'est très difficile de localiser la source des rayons gamma, mais on a vu les traces en fait visibles, si vous voulez, comme d'une explosion, enfin d'un événement lumineux dans la même direction approximative, et puis on a pu relier. Et quand vous avez un rayonnement, en fait, on a pu mieux localiser du coup. Parce que dans les rayons gamma, on peut dire ouais, c'est à peu près par là, mais à peu près par là, il y a 100 milliards de galaxies, à peu près par là, d'où ça vient, allez savoir. Quand on voit, enfin, dans le visible, on peut beaucoup mieux localiser, parce qu'on a une résolution angulaire meilleure, donc on a pu localiser une galaxie associée, enfin, dans quelle direction c'était lié. Et quand vous avez une galaxie, vous avez le redshift, vous avez des raies, vous pouvez voir, du coup, de combien sont décalés les systèmes de raies, donc vous en déduisez à quelle distance se trouve la galaxie. Voilà, le mécanisme dont j'avais parlé, du fait de l'expansion de l'univers, etc. Plus c'est loin, plus ça s'éloigne vite, plus c'est décalé vers le rouge. Et donc on a pu effectivement identifier que ces sursauts gamma, en tout cas ceux pour lesquels on arrivait à localiser une galaxie haute, étaient à distance cosmologique. Et ça, c'est vraiment assez fascinant, parce que du coup, si ça vient de très loin, et ça vient effectivement ça peut venir de très 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 loin, en fait, ça fait partie des objets les plus lointains qu'on puisse observer, ça veut dire que l'énergie à l'émission est absolument colossale, puisque cette énergie qu'on reçoit là, donc si l'explosion a lieu là, ça émet des photons gamma partout, et nous on est quelque part là, et on voit qu'une toute petite partie de cette énergie qui nous arrive là. Alors sauf que l'échelle, c'est bien pire que ça. On est à des millions, des centaines de millions, des milliards d'années-lumière, vraiment des milliards d'années-lumière. On voit ces objets-là à des milliards d'années-lumière, et on voit ça comme un énorme flux de photons gamma, qui sont eux-mêmes très énergétiques. Donc c'est vraiment des énergies absolument colossales. Alors, le fait que ce soit beamé, enfin que ce soit comme ça en faisceau, permet de réduire un peu l'énergie nécessaire, parce que en fait, c'est pas émis isotropiquement dans toutes les directions. Si c'est émis dans un angle, je sais pas, typiquement de 10 degrés, bon, il y a un petit peu moins que si ça émettait partout, mais enfin, ça reste un truc vraiment fou. Essentiellement, les sursauts gamma émettent en quelques secondes autant d'énergie que rayonne le Soleil dans 10 milliards d'années, dans toute sa vie. C'est vraiment quelque chose d'assez fou, quoi. Et donc, voilà, donc, on ne sait pas encore exactement comment ça se passe. Je vous dis, on a pu caractériser, c'est des boules de feu, relativistes, etc. On sait un certain nombre de choses, mais on n'a pas le dernier mot sur ces objets-là. Alors, donc, en tout cas, donc, pour certains d'entre eux, il y a un lien avec la coalescence d'objets compacts. Pour d'autres, il y a un lien avec l'explosion de supernovae. Oui. Oh, non, c'est pas précisément. Pourquoi c'est pas isotrope? Alors ça, justement, c'est probablement lié au mécanisme de production. En fait, alors, si vous avez, dans le cas d'une coalescence, vous avez clairement un axe privilégié qui est l'axe de rotation. Enfin, voilà. Et ça, donc, alors, je vous dis, on est loin de tout connaître sur ces objets-là, et donc, c'est vraiment avec les mains, et rien de ce que je dis là n'est complètement sûr, mais on voit couramment des jets émis par... alors,
autour de ce qu'on appelle des disques d'accrétion. Si vous avez un trou... Ça, pour l'instant, on oublie les sursauts gamma. Juste, typiquement, ce qui se passe au cœur d'une galaxie où il y a un trou noir central, enfin, dans toutes les galaxies, il y a un trou noir central qui peut être plus ou moins massif. Dans le cas de notre galaxie, c'est de l'ordre de 4 millions de masses solaires. C'est pas rien quand même, mais ça reste modeste par rapport à d'autres galaxies où il peut y avoir des trous noirs centraux jusqu'à un milliard de masses solaires. Mais même, donc, que ce soit un trou noir central de galaxie avec une masse gigantesque ou un trou noir de type stellaire formé à la fin de la vie d'une étoile, donc de quelques masses solaires, dans tous les cas, vous avez des structures qui se forment avec un disque d'accrétion, c'est-à-dire un disque de matière, pour le même mécanisme. Enfin, vous vous rappelez qu'on fait toujours, dès qu'il y a un truc qui s'effondre, comme il y a un axe de rotation, ça fait toujours un disque, puisque vous avez, enfin, ça s'effondre comme ça, et dans ce sens-là, il y a la force centrifuge, bref, ça forme un disque, c'est toujours standard. Donc vous avez de la matière sous forme qui tourne autour de cet objet compact, ça peut même autour d'une étoile à neutrons, d'un trou noir, peu importe. Et vous avez du champ magnétique associé, enfin, emprisonné dans la matière, et en fait, si, vous avez un mécanisme. Si vous regardez l'électromagnétisme autour de ces objets-là, vous avez un mécanisme qui permet, en fait, vous avez des lignes de champ qui vont pouvoir guider la matière le long de ces axes. Et l'éjecter, ça peut être accéléré justement par des mécanismes magnétiques. Vous allez récupérer une force centrifuge, la matière qui est collée aux lignes de champ, et enfin bon, il y a des mécanismes d'accélération, c'est complexe, c'est de mieux en mieux compris, hein, ces choses-là, y compris avec des simulations numériques, on arrive à reproduire ça bien maintenant, mais pas tous les détails. Bref, donc l'émission de matière le long des jets, c'est relativement bien compris par des mécanismes, donc encore une fois, essentiellement électromagnétiques. Aussi parce que de toute façon, c'est aussi le seul endroit où on peut sortir en quelque sorte sans subir la force, enfin, où on peut, disons, j'allais dire sans doute une bêtise, il y a une collimation, en fait, les particules énergétiques sont chargées et elles ne peuvent pas traverser les lignes de champ. Dans une ligne de champ magnétique, si vous avez un champ magnétique, mettons vertical comme ça, vous avez une particule, elle va tourner comme ça, par la force de Lorentz pour les physiciens, en fait. Donc le champ magnétique dévie les particules. Et donc, en fait, vous ne pouvez pas facilement vous propager perpendiculairement aux lignes de champ. Mais le long du champ, il n'y a aucun problème, vous ne subissez pas de force. Donc, il y a tout un tas de phénomènes, je ne rentre encore une fois pas dans les détails, que je ne connais pas par ailleurs. Mais l'éjection de jet sur un mécanisme qui a un axe de rotation, c'est quelque chose d'assez naturel. Alors, si on revient au sursaut gamma, un axe privilégié, dans le cas d'une coalescence, c'est clair, c'est l'axe de rotation. Dans le cas d'une explosion d'hypernova, l'idée, en fait, c'est que dans le processus d'effondrement, il s'établit aussi, donc avant le rebond là, sur le cœur à neutrons, alors, il peut y avoir une fragmentation du noyau qui fait qu'il va y avoir, en fait, à petite échelle, au cœur de l'étoile, des mécanismes aussi qui ont un axe privilégié, mais de toute façon, l'étoile a un axe privilégié, qui sont enfin, son axe de rotation, et pendant l'effondrement, le moment cinétique se conservant, pendant l'effondrement, la rotation s'accélère également. Donc, vous avez de toute façon un axe privilégié, et en réalité, les explosions sont très probablement, même pour les supernovae standards, sont très probablement asymétriques, c'est-à-dire dirigées suivant l'axe comme ça. Et c'est après, une fois que, donc, quand vous émettez de la matière là, au bout d'un moment, vous avez de la matière chaude, elle va s'étendre, et puis ça va finir par s'isotropiser. Mais au départ, l'explosion est très probablement asymétrique. En fait, alors, c'est très difficile à modéliser ces choses-là proprement. Il y a une chose en particulier, c'est qu'on ne sait toujours pas faire exploser réellement des supernovae, en fait. Dans nos modèles, donc on comprend le principe. Hein, il y a un moment, enfin, le principe, c'est ça. Genre oh, c'est dingue. Je m'en lasse pas. Le principe, c'est qu'à un moment, il n'y a plus de réaction nucléaire au cœur de l'étoile.
Donc, il n'y a plus de production d'énergie, donc ça s'effondre, et quand les couches extérieures arrivent, elles rebondissent sur le cœur d'étoiles, enfin sur le cœur de neutrons qui a été formé. Je vous avais expliqué quand vous avez les protons et les électrons qui se recombinent, entre guillemets. Enfin, ça n'a pas de sens de parler comme ça. Enfin, vous avez cette réaction proton plus électron donne neutron plus neutrino électronique, vous formez des neutrons, donc vous avez ce cœur de neutrons, les couches rebondissent dessus et ça explose. Ça, c'est le principe, et c'est clair que c'est ça qui se passe. Maintenant, si on met ça dans les modèles numériques, on s'aperçoit que, certes, il y a ce rebond, il y a une onde de choc qui se propage vers l'extérieur, donc rebond sur l'étoile, enfin sur le cœur de neutrons, les couches tombent comme ça, onde de choc qui se propage, et qui vont éjecter la matière. Oui, mais si on fait, je vous dis, si on fait vraiment si on modélise réellement, ce qu'on voit, c'est que cette onde de choc n'a pas assez d'énergie ou n'interagit pas suffisamment avec la matière pour empêcher l'effondrement. C'est-à-dire, oui, il y a cette onde qui se propage, ça repousse les éjectats, mais ça finit quand même par retomber à cause de la gravité. En fait, ça ne marche pas bien. Alors, ça, je dirais, il y a 20 ans, on en était là et on ne comprenait pas trop, ça ne marchait pas bien. Avec le développement des ordinateurs, on a été capable de faire des simulations, non pas à une dimension, c'est-à-dire à symétrie sphérique, où on considère que justement partout, à une même distance du cœur, il se passe la même chose partout, donc un truc à symétrie sphérique, quoi. On a commencé à pouvoir faire des simulations à 2 dimensions. Et là, justement, à prendre en compte la symétrie, le fait que c'est plus facile de s'échapper par là que par là, etc. Enfin, prendre en compte les effets à 2 dimensions, ça permet aussi de voir des instabilités. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez la matière qui pousse là, et puis de la matière qui tombe là, ça fait pas juste en opposition. En fait, c'est que il y a des espèces de tourbillons, enfin de doigts. La matière passe là, et puis elle tombe par là, puis elle sort par là. Vous voyez, il y a une espèce de... Enfin, si vous prenez 2 liquides qui ne sont pas miscibles et que vous les envoyez l'un sur l'autre, ils ne vont pas juste bloquer, ça va faire des instabilités, puis ça va passer quand même en faisant des trucs bizarres. Bon, encore une fois, c'est vraiment avec les mains, mais c'est juste pour faire comprendre que quand on rajoute une dimension supplémentaire, si on ne dit pas, il se passe partout pareil, mais on utilise la 2e dimension, ça aidait le problème, ça aidait la situation. Mais ça ne marchait toujours pas vraiment. Alors après, on s'est dit, ah oui, mais en fait, en plus de l'onde de choc, il doit y avoir les neutrinos, parce qu'il y a plein de neutrinos qui sont produits par justement la fabrication des neutrons. Et ces neutrinos, dont on dit qu'ils interagissent quasiment pas avec la matière, c'est vrai, mais un petit peu quand même. Et malgré tout, l'interaction, il y en a tellement, mais tellement, quoi. Pour chaque proton, il y a un neutrino qui est émis. En fait, ça dépose quand même un peu d'énergie dans la matière, et en fait, ça l'aide, du coup, ça la pousse, parce que les neutrinos, ils sont émis comme ça. Enfin, évidemment, ça part du centre, donc c'est radial, et donc ça peut pousser la matière, donc ça l'aide à exploser, etc. Après, on fait des modèles 3D maintenant, pas juste 1D, 2D, mais 3D. On commence à arriver à comprendre que ça peut effectivement exploser. Pourquoi je dis tout ça? D'abord, c'est bien de savoir que une chose, c'est d'avoir le principe, une autre, c'est de voir en détail comment ça se passe. Et ce n'est pas anodin, parce qu'on pourrait se dire, ouais, ok, bon, ça explose comme ci ou comme ça, enfin, ça explose. Non, mais la façon dont ça explose, la façon dont se produisent les transferts d'énergie au sein des couches de l'étoile pendant l'explosion, a une incidence directe sur les réactions nucléaires qui s'y produisent, et donc sur la nucléosynthèse explosive. La quantité globale d'oxygène, par exemple, qui est rejetée dans le milieu interstellaire par une supernova, dépend précisément, de combien d'oxygène avait été produit par l'étoile pendant sa vie standard. 2, qu'est-ce qui est produit pendant la nucléosynthèse explosive. Et 3, quelle fraction de ce qui a été produit est effectivement rejeté dans le milieu interstellaire. Tout ça, c'est pas simple. Et si on n'a pas un vrai modèle qui fonctionne
d'explosion, bah, on a beaucoup d'incertitudes. Et bon, voilà. Donc on essaye évidemment de comprendre aussi tous ces détails-là. Tout ça pour dire que on ne sait pas réellement faire exploser les supernovae si elles étaient à symétrie sphérique. Et on comprend bien que la clé, c'est que justement, ce n'est pas à symétrie sphérique et qu'il doit y avoir une explosion asymétrique. Donc en fait, dès le départ, l'explosion se fait sous forme de jet. Maintenant, quelle est la taille du jet? Est-ce que c'est un jet grand, petit? Et puis, au fur et à mesure que la matière est éjectée, elle-même, elle a sa propre pression interne, donc elle s'expande. Donc si vous envoyez une boule de feu comme ça, elle-même a sa propre expansion, l'angle d'ouverture va dépendre de sa vitesse d'expansion par rapport à la vitesse linéaire comme ça. Si elle bouge tout doucement et qu'elle s'expand très vite, ça va faire un grand angle. Si elle bouge très très vite par rapport à, par rapport à sa vitesse d'expansion, ça va faire un angle petit. Vous voyez, là, c'est vraiment naïf, mais n'empêche, ces éléments sont des éléments essentiels de ce qui va sortir au bout du compte. Donc, dans le cas des sursauts gamma qui sont associés à des explosions hypernovas, observationnellement, on a des façons d'estimer l'angle d'ouverture, pense-t-on, et on a des angles, je vous dis, je crois que c'est de l'ordre de ça. Exactement pourquoi, on ne sait pas. Il faudrait vraiment connaître le mécanisme d'explosion, et on ne sait pas. Vraiment, les sursauts gamma, c'est un sujet d'étude très important, encore à l'heure actuelle. D'ailleurs, dans mon labo, à l'APC, on a des gens qui travaillent sur une mission, je vais la mentionner, du coup, qui s'appelle SVON, donc, qui est la prochaine grande mission sursaut gamma qui va être envoyée dans l'espace, une mission franco-chinoise. Je viens d'apprendre d'ailleurs cet après-midi que le lancement était reporté à mai 2023. Donc, a priori, en mai 2023, on va lancer cet instrument. Bon, enfin, là, les gens... donc, c'est franco-chinois, c'est une collaboration entre le CNES et l'agence chinoise. Bon, justement, nous, on a fait ici le masque codé qui permet de voir la direction du sursaut gamma. Bon, puisqu'on y est, je vous en dis un mot, parce que comment on fait pour connaître la direction d'arrivée? Parce que en général, quand vous prenez une photo, ou même votre œil, vous savez que la fenêtre elle est par là, le plafond il est là, vous avez des directions, parce que vous faites une image sur la rétine avec un système optique, vous avez, je présente une lentille, vous avez le détecteur ici, par exemple votre œil, ça c'est votre cristallin si vous voulez, vous avez la rétine ici, et donc les rayons qui viennent par là, hop, ils viennent converger ici au centre. Les rayons qui viennent par là, ils viennent converger, hop, quelque part ici. Les rayons qui viennent de par là, ils viennent converger ici. Donc, suivant la direction, ça arrive à un certain endroit. Ça, c'est bien parce que vous pouvez faire de l'optique avec des lentilles qui vont défléchir les rayons lumineux. Et donc, vous pouvez former des images parce que vous allez faire converger, comme avec une loupe le soleil, vous pouvez faire converger les rayons qui viennent de certains endroits en un point donné. Le problème, c'est qu'avec des rayons X, déjà, c'est très difficile de faire une optique de faire des lentilles à rayons X. En fait, ça ne marche pas parce que la longueur d'onde de la lumière est beaucoup plus petite que la distance entre les atomes, par exemple. Et donc, en fait, il ne voit pas de la matière, il voit pas de la matière solide, quoi. Il voit, il y a un atome là, puis un là, mais eux, ils passent, ils ne voient rien. Je veux dire, donc, la seule façon de faire... Donc, pour faire un système optique qui va défléchir des rayons X, en fait, il faudrait avoir de la matière avec un réseau extrêmement... avec une distance interatomique de l'ordre de la longueur d'onde du rayon X, grosso modo, pour avoir des effets collectifs et pouvoir
pouvoir faire de l'optique en rayons X. Alors ça ne marche pas du tout, parce que justement, même vous prenez un cristal, la distance interatomique, c'est de l'ordre de l'angstrom, d'accord? Et si la longueur d'onde est plus petite que ça, bah, c'est terminé, juste, vous n'allez pas faire d'optique. Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrive à faire des lentilles X en prenant, en fait, vous prenez un réseau cristallin comme ça, et vous l'inclinez. Et du coup, en incidence rasante, ah bah oui, là, ça marche. Et donc, vous pouvez avoir de la réflexion, vous pouvez faire des miroirs X, comme ça. Mais alors, du coup, il faut bien viser, parce que ça marche quand c'est pile là, mais ce qui est là, ça ne marche plus. Donc, vous avez des champs de vue qui sont très contraints. Bref, ce n'est pas facile. On y arrive, je vous dis, en prenant des cristaux sous incidence rasante, on arrive à faire des choses. Pour des rayons gamma, c'est encore pire. C'est une énergie encore plus grande, donc une longueur d'onde encore plus petite. Bref, ça ne marche pas, en fait. Il y a eu des tentatives, d'ailleurs j'ai un collègue à Toulouse qui a développé une lentille gamma, ils ont fait un vol-ballon, c'était intéressant. Bon, mais le problème c'est que du coup ça marche qu'à une longueur d'onde bien précise parce que c'était la même idée. Hein. Mais du coup, dès que vous changez la longueur d'onde, ça ne marche plus. Enfin bon, c'est compliqué. Pour arriver à faire converger des faisceaux gamma, enfin bon, bref, c'est compliqué. Toujours est-il que donc ça ne marche pas comme ça. Alors comment on fait pour avoir la direction? En fait, c'est tout bête, si je puis le dire. C'est ce qu'on appelle la technique du masque codé, qui est développée. Ça fait des décennies qu'on fait ça maintenant. L'évidence, ça s'améliore un petit peu, mais en fait, non, le principe est toujours le même. C'est que vous avez un masque et vous faites des patterns. Vous évidez des petits bouts. Vous faites un truc un peu bizarre. Vous voyez, donc vous faites des alternances de vide et de plein. Alors le plein, c'est du tungstène ou c'est des trucs un peu épais, un peu, qui arrêtent les rayons gamma. L'idée, c'est que vous allez faire un masque avec des trous, en fait. Et donc, quand le rayon gamma, il arrive dans un trou, il passe et il va derrière sur le détecteur, il dit, vous voyez quelque chose. Mais vous ne savez pas d'où il vient sur le détecteur. Juste, il laisse une trace dans le détecteur. Il pourrait venir de n'importe où. Et quand il arrive dans un plein, il est arrêté. Et le truc, c'est que du coup, si vous avez une source un tout petit peu intense, qu'on ne voit pas qu'un seul photon, mais plusieurs, et que vous attendez longtemps pour recevoir, donc vous avez, alors je vais le faire comme ça, vous avez le masque codé ici, là, avec tac, tac, tac. Vous avez le détecteur ici. Et si la source est là, ça va vous projeter l'ombre du masque ici. Si la source est là, l'ombre va être décalée ici. Et donc, en regardant le pattern que vous avez ici, vous allez pouvoir voir de quelle direction ça vient. C'est tout bête, en fait. C'est tout bête, mais pour l'optimiser, ce n'est pas trivial. D'abord parce qu'il y a peu de photons gamma qui arrivent. Donc, vous ne voulez pas avoir trop de plein ici. Mais en même temps, si vous avez juste un objet, vous allez avoir du mal. En fait, c'est pour ça qu'on dit masque codé. En fait, il faut optimiser, si vous avez 5 ou 6 photons qui arrivent ici, pour savoir où était l'ombre, enfin, d'où ça vient, il faut pouvoir reconnaître un pattern. Et donc, il faut une structure ici qui n'est pas n'importe quoi. Bon, alors, tout ça, ça se calcule. En fait, vous avez en fait, on peut montrer mathématiquement que l'idéal, c'est d'avoir un truc aléatoire, mais qui vérifie certaines propriétés. Et donc, on peut générer des masques optimum qui permettent de reconnaître le plus facilement possible une direction sans perdre trop de lumière à cause du masque. Bon, je vous donne des détails dont on se fiche complètement, mais je veux dire, c'est un petit bout d'un petit domaine de recherche. Mais bon, c'est une illustration du genre de choses qu'on fait quand on essaye effectivement d'accéder à des observations qui ne sont pas juste je mets une lunette et je regarde ce qui arrive. Quoi. Observer des rayons gamma, ce n'est pas facile. Hein. Ça fait les premiers détecteurs de rayons gamma dans l'espace, oui, parce qu'en plus, l'atmosphère nous bloque les rayons gamma. Donc il faut aller dans l'espace déjà pour commencer. Les tout premiers détecteurs, c'est le début des années 60. Et on ne savait pas grand-chose. Il y a eu,
pour avoir une sensibilité importante, c'est 40, 50, 60 ans de développement avant d'avoir une science qui est un peu, une science observationnelle qui est un peu mature. On peut faire des choses qui deviennent très intéressantes. Bon, ben voilà, il va y avoir bientôt un nouvel instrument qui va détecter les sursauts gamma dans le ciel. Les sursauts gamma et d'autres choses, toutes les sources de photons gamma, bien sûr. Alors, pourquoi je parlais de tout ça? Il y avait une question sur sursauts gamma, c'était ça. Et c'était quoi, en fait, votre question? D'accord, ok. Bon, donc j'ai parlé un peu des sursauts gamma. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire pendant qu'on y est? Non, bon, on y reviendra peut-être. Alors, ces sursauts gamma, ils sont intéressants aussi parce que justement, ils permettent de vous... comme ils sont extraordinairement intenses, on peut les voir de très loin. Et donc, comme je vous disais, ça fait partie des objets les plus lointains qu'on puisse voir. Et donc, la question, c'est est-ce qu'ils peuvent avoir un intérêt cosmologique? C'est-à-dire, c'est toujours la question de comment estimer les distances. Alors, quand on a des redshifts, ok, on a la loi de Hubble, on sait que l'expansion, plus c'est rapide, plus c'est lointain. Mais comment, en réalité, si on regarde l'expansion, il y a plusieurs choses. Il y a l'expansion à un instant donné, c'est-à-dire là maintenant, les photons qu'on regarde, quand ils sont émis de telle distance, l'objet qui les émet a une vitesse par rapport à nous de temps. Okay. Quand ils sont émis d'une plus grande distance, l'objet qui les émet a une vitesse de temps par rapport à nous. Ah oui, mais la vitesse qu'a l'objet en question, c'est la vitesse qu'il avait quand il a émis la lumière. Donc ce n'est pas maintenant, c'est quand il l'a émise. Et donc, en fait, ce à quoi on accède, c'est la vitesse d'éloignement. Alors, il faut corriger des effets d'expansion entre-temps, par ailleurs. Tout ça se met dans les équations, ce n'est pas ça le problème. Mais c'est la vitesse d'éloignement à l'époque. Et donc, en regardant la vitesse d'éloignement des corps en fonction de leur distance, on en déduit, disons, on a accès à l'histoire de l'évolution de la vitesse d'expansion. Les objets proches ont émis leur lumière il n'y a pas longtemps, les objets lointains ont émis leur lumière il y a longtemps, et donc on ne mesure pas le taux d'expansion au même instant pour chaque corps. Et donc, en faisant les choses un peu proprement, on a accès à l'histoire de l'évolution de la vitesse d'expansion, le fameux paramètre d'échelle dont j'avais parlé. Est-ce que l'expansion au cours du temps, elle est linéaire? Est-ce qu'elle se ralentit à cause des effets de gravitation ou est-ce qu'elle s'accélère? Et en fait, on a découvert justement, il y a pareil, une petite vingtaine d'années, je pense d'ailleurs, ouais, peut-être bien 2001 justement, on a découvert que l'univers était en expansion, ça on le savait depuis 1923, mais est en expansion accélérée. C'est-à-dire, c'est une expansion de plus en plus vite, quoi. Et ça, c'était inattendu. Et alors, c'est à ça qu'est associée la problématique de l'énergie noire. J'en reparlerai sans doute une autre fois. Mais ce qu'on appelle l'énergie noire, c'est pas un bon nom, qui serait lié à donc ce qu'on appelle la constante cosmologique. Alors, qui est un terme qui figure dans les équations d'Einstein de la relativité générale et qui peut ou peut ne pas être lié à justement l'existence de champs quantiques inconnus ou je ne rentre pas dans les détails, qui ne serait pas de la matière ordinaire. Et alors on parle des fois de quintessence, la cinquième essence. Il y a un mystère complet en fait. Donc, ce n'est pas un problème de décrire cette expansion accélérée. La question, c'est
qu'est-ce qui la cause? Alors, dans les équations d'Einstein, ça peut être lié à une constante cosmologique, mais question, pourquoi elle a cette valeur-là plutôt qu'une autre? Comment on peut comprendre ça? Et le truc, c'est que les lois quantiques, la théorie quantique suggère qu'il y a une énergie associée à ce qu'on appelle le vide, c'est-à-dire à l'état fondamental de la réalité physique. Il y a une énergie associée à ça qui devrait se manifester comme une constante cosmologique, donc ça pourrait faire le lien entre les deux, sauf que la valeur qu'aurait la constante cosmologique qui serait associée à cette énergie du vide quantique, elle est 10 puissance 120, 123 fois supérieure à ce qu'il en est réellement. Donc clairement, il y a un truc qu'on ne comprend pas, mais qu'on ne comprend pas vraiment pas. Du coup, tout ça est une question ouverte, et donc vous avez énormément de recherches aujourd'hui sur la question de l'énergie noire et de la matière noire, dont on parlera aussi une autre fois. Enfin, ça, c'est des noms qu'on met sur des phénomènes que justement on ne comprend pas. Donc, bon, on pourra en dire un mot, mais... Donc, pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que justement, alors, comment on a vu que l'univers était en expansion, accélérée, encore une fois, en expansion, ça on savait, mais que cette expansion s'accélère, c'est parce qu'on a pu justement localiser des objets très lointains en voyant leur redshift et en connaissant aussi leur distance d'une autre façon. Parce que il y a un lien entre la distance et la vitesse d'éloignement. Ça, c'est la loi de Hubble. Plus on est loin, plus on s'éloigne vite, c'est proportionnel. Mais ça, c'est en supposant que justement, c'est cette relation de proportionnalité. Si ce n'est pas proportionnel, comment on pourrait le savoir si on fait l'hypothèse que c'est proportionnel pour déterminer la distance? Ça ne marche pas. Donc il faut un autre moyen d'avoir les distances. Vous vous rappelez l'histoire des céphéides, quand la première fois qu'on a pu mesurer la distance des étoiles, c'est justement, on avait un autre moyen de connaître la luminosité intrinsèque des étoiles en regardant leur période d'oscillation. Parce qu'une fois qu'on a établi un lien entre la période d'oscillation et la luminosité intrinsèque, du coup, il suffit de regarder la période d'oscillation, on sait quelle est la luminosité intrinsèque, on regarde la luminosité qu'on voit, on en déduit à quelle distance c'est pour que l'atténuation de la lumière fasse la différence. Bien. Donc c'est ce qu'on appelle des chandelles standards. Je crois que j'avais mentionné ce nom. Si vous avez un objet dont vous savez combien il émet de lumière intrinsèquement par lui-même, après, il suffit de regarder combien vous en observez, et vous savez à quelle distance il est. Si en plus vous mesurez son redshift, eh ben vous pouvez tracer le redshift en fonction de la distance. Et ça vous donne accès à la cosmologie, voir comment évolue l'expansion elle-même au cours du temps. Donc c'est très important d'avoir des chandelles standards. Et justement, on va parler dans 5 minutes de la chandelle standard qui a permis l'établissement de cette expansion accélérée, il y a une vingtaine d'années, qui est cette chandelle standard, c'est ce qu'on appelle les supernovae de type 1A. Donc c'est un type spécial de supernova qui en fait est très différent des supernovas dont j'ai parlé jusqu'à présent, qui sont celles dont j'ai parlé, on appelle ça les supernovae à effondrement du cœur, core collapse, celles où effectivement il y a le cœur qui s'effondre, et puis il y a ce rebond et cette explosion, etc. Ça va être un type différent, je vais en parler dans une minute. Mais donc, pour finir sur les sursauts gamma, le fait qu'on puisse voir ces sursauts gamma jusqu'à des distances extrêmement lointaines, si on arrive à bien comprendre ces sursauts gamma, au point de déduire de leur courbe de lumière, par exemple, c'est-à-dire de l'évolution de l'intensité lumineuse en fonction du temps. Si on parvient à déduire de ça, connaissant du coup le mécanisme d'explosion, si on parvient à déterminer la quantité de lumière réellement émise, alors en comparant à la quantité reçue, on en déduit la distance d'une autre façon que juste avec le redshift. Et donc ça devient des sondes cosmologiques. Voilà, enfin, ouais, je ne sais pas si c'est clair. En fait, pour vraiment comprendre la structure spatio-temporelle de l'univers, et donc son évolution au cours du temps,
c'est bien d'avoir des balises un peu partout dans l'univers dont on sait ce qu'elles émettent. Il y a juste à regarder ce qu'on reçoit et du coup, on en déduit comment ça se passe, quoi. Depuis le moment où ça a été émis jusqu'au moment où on reçoit. Et donc, si on a des balises à différentes distances, on a des informations sur l'état de l'univers, y compris au niveau géométrique, à différentes époques. Donc, c'est vraiment important d'avoir des objets qu'on comprend qui sont distribués jusqu'aux confins de l'univers observable. Et c'est pour ça que les sursauts gamma sont aussi très importants, mis à part le fait que manifestement, c'est des objets très intéressants, très puissants. Évidemment, associés à cette débauche d'énergie, il doit y avoir de la nucléosynthèse et tout un tas de choses, donc on voudrait comprendre, bien sûr. Mais indépendamment de ça, simplement pour la cosmologie, ce sont des objets dont on sait qu'ils sont répartis dans tout l'univers. Et donc, c'est des balises potentielles qui peuvent nous apprendre beaucoup de choses sur la structure, le contenu de l'univers, son évolution, donc toutes ces questions, énergie noire, matière noire, etc. Bon, je pense qu'on peut fermer le chapitre sur ce gamma. On y reviendra peut-être. Donc voilà, c'est vraiment un sujet encore très actif dans la recherche et qui mobilise évidemment beaucoup de chercheurs en astrophysique des hautes énergies. Voilà. Alors, j'ai parlé des supernovas de type 1A, donc je vais en dire un mot. Mais avant, je voulais revenir un tout petit peu, si ça vous va, sur la nucléosynthèse dans le Soleil, c'est quand même notre Soleil, parce que j'ai mentionné l'autre fois, sans donner son nom, mais ce qu'on appelle le cycle PP, proton-proton, en vous disant c'est ça qui se passe dans le cœur du Soleil, c'est comme ça que le Soleil tire son énergie, et c'est vrai, l'essentiel de l'énergie du Soleil vient de la fusion, enfin toute l'énergie du Soleil vient de la fusion de l'hydrogène en hélium, et l'essentiel de cette fusion se fait selon le processus dont je vous ai parlé, qui était donc un proton, c'est-à-dire un noyau d'hydrogène, plus un proton qui donne un deutérium, donc H2, plus évidemment dans le processus, il faut transformer un proton en neutron, donc pour conserver la charge, il faut émettre un positon, et pour conserver le nombre leptonique, il faut émettre un neutrino électronique. Oui, alors ça, je vous avais dit aussi qu'on les observe, ces neutrinos, hein, parce que du coup, il y a beaucoup de neutrinos. Ah oui, je vous avais parlé de l'oscillation de neutrinos. Ok, donc je ne reviens pas là-dessus. Et puis après, une fois qu'on a H2, on en rajoute un, ça fait hélium 3, puis hélium 3 plus hélium 4. Enfin, 2 hélium 3, ça fait de l'hélium 4 plus 2 protons, et ça restitue le total. Alors, est-ce que... Bon, ouais. Allez, je le remets. H2... Enfin, je vous l'avais déjà écrit, ça. Donc, H2 plus un nouveau proton, ça fait de l'hélium 3. Et puis... quand vous en avez deux, des hélium 3, vous les mettez ensemble et ça vous fait de l'hélium 4. Et puis ça vous redonne 2 protons. Voilà. Et au passage, évidemment, vous récupérez donc... au passage, il y a 2 protons, il y a 2 positons émis, 2 neutrinos émis, et puis de l'énergie à chaque fusion. Donc ça c'est plus de l'énergie. Ça, c'est plus de l'énergie. Et ça, c'est plus... Enfin, à chaque fois, vous récupérez de l'énergie. Et le bilan... c'était, vous vous rappelez, 4 protons, enfin, ou H1, quoi, 4 noyaux d'hydrogène, donc protons, donnent un noyau d'hélium 4, plus 2 positons, plus 2 neutrinos, plus de l'énergie, 26 et quelques mégaélectronvolts. Bien, alors ça, c'est le mécanisme dominant pour le Soleil. Et je ne sais pas si je vous avais donné les chiffres, ça se produit donc au cœur du Soleil à une température de 15 millions de degrés, 15 10 puissance 6 degrés, à une densité, je crois que je l'avais mentionné, que la densité, elle est pas si grande qu'on pourrait croire. La densité est seulement de 150 grammes par centimètre cube. C'est pas si dense que ça, le Soleil. En fait, il y a tellement d'énergie que, en fait,
C'est la pression qui est colossale. La température est énorme, et la pression, là, pour le coup, elle est énorme, mais elle n'est pas non plus, c'est pas 20 ordres de grandeur au-dessus de ce qu'on connaît. Hein, parce que, enfin, vous allez dans un four, on sait faire des milliers de degrés, évidemment. Hein, donc, à la limite, un million, c'est juste 1000 fois plus. C'est beaucoup. Mais... La densité, donc vous vous rappelez, la densité de l'eau, c'est 1 gramme par centimètre cube. Hein. Donc là, on est juste 150 fois la densité de l'eau standard. Hein, donc c'est pas non plus... c'est pas la méga pression. Par contre, densité, pardon. Par contre, la pression, alors là, c'est 3 10 puissance 11 bar. Donc c'est 300 milliards de bars. Donc 300 milliards, la pression atmosphérique, hein, grosso modo. Donc là, ça rigole pas. Donc voilà. C'était juste pour vous donner un ordre de grandeur. Alors ça, c'est le cycle PP. Et puis, il y a une autre façon, en fait, de produire de l'énergie dans le cœur du Soleil, toujours via la réaction de fusion de l'hydrogène en hélium, ça, toujours pareil, mais en se servant, c'est ce qu'on appelle le cycle CNO, en se servant des noyaux plus lourds qui sont déjà présents dans le Soleil, issus, vous vous en souvenez, des générations d'étoiles précédentes qui ont synthétisé des noyaux plus lourds et qui les ont rejetés dans le milieu interstellaire. Alors, je vais juste vous écrire ce cycle et vous allez tout de suite comprendre comment ça fonctionne. Donc, si vous avez déjà du carbone présent, eh bien, vous vous rappelez comment on fait le carbone? On est obligé de faire la réaction 3 alpha, le 3 fois 4 égale 12, parce qu'on ne peut pas passer par 5 et 8. Donc voilà. Mais une fois qu'on a du carbone 12, après, on peut y aller. Donc, carbone 12 plus proton, ça donne quoi? Donc ça donne en fait, vous ajoutez un proton, donc ça passe à l'élément du dessus, donc c'est de l'azote, et du coup il a 13 nucléons, donc ça fait de l'azote 13. Très bien, alors l'azote 13 plus des photons, plus un photon, et puis enfin, il y a de l'énergie associée à ça, évidemment, vous faites une fusion, vous gagnez de l'énergie, c'est toujours le même principe. Alors l'azote 13, qu'est-ce qu'il devient? Lui, l'azote 13, l'azote stable, c'est lequel l'azote stable? C'est l'azote 14, évidemment, qui a 7 protons, 7 neutrons. Là, celui-là, il a 6 protons, 6 neutrons. Vous lui ajoutez un proton, ok, ça fait de l'azote, mais il est un peu... voilà. Donc en fait, c'est pas stable, ça. L'azote 13, si vous le laissez tranquille, il va... Vaut mieux avoir un petit peu plus de neutrons qu'un peu plus de protons, en fait, parce que les protons, évidemment, se repoussent. Donc pour stabiliser tout ça, il faut plus de neutrons. Donc en fait, l'azote 13, spontanément, il va décroître en carbone 13. Il va rechanger son proton en neutron. Alors quand on change le proton en neutron, c'est exactement comme là. Ça émet un positon. Le proton devient un neutron, plus un positon, plus un neutrino. Bon, très bien. Donc ça, voilà ce qui se passe. Et donc vous avez du carbone 13, je lui dis c'est bon, il est ce qu'il est. Il est moins lié que le carbone 12, mais il est stable. Et une fois, sur le carbone 13, vous lui recollez un proton, il y a des protons autour, et c'est reparti. Alors ça va donner quoi, ça passe... Alors du coup, c'est pareil, vous ajoutez un proton, donc ça fait de l'azote, et cette fois, c'est bon, c'est l'azote 14. Donc là, il est bien, lui. Plus de l'énergie, hein, voilà. En forme de rayon gamma et de... Enfin, je peux mettre les deux. Ça émet un photon gamma et de l'énergie de recul, enfin, qui participe du chauffage du milieu. Très bien. Une fois que vous avez l'azote 14, c'est pareil. On peut continuer. Azote 14 plus un proton, ça va donner quoi? Ça va passer à l'élément du dessus, c'est-à-dire de l'oxygène. Donc ça va faire de l'oxygène 15. 15 nucléons, oxygène 15. Ça aussi, c'est pas... Alors plus gamma, plus énergie. À chaque fois que vous faites la fusion, ça, il n'y a pas de problème. Pareil, l'oxygène 15, il a plus de protons que de neutrons, c'est pas bon, donc lui, il va décroître tranquillement. Et donc il va retomber d'un cran, il va devenir de l'azote 15, plus positon, plus neutrino, etc. Et puis une fois que vous avez, alors je suis obligé de passer là, une fois que vous avez de l'oxygène 15, vous recommencez, vous rajoutez un. Et ça, alors, là ça ferait de l'oxygène 16, normalement. C'est bien. Mais en fait, quand vous êtes obligé
de forcer un peu là, pour mettre le proton dans l'oxygène. Vous vous rappelez que là, il y a 6 protons, là, il y a un proton, il y a une répulsion. Donc, il faut vaincre la répulsion coulombienne. Donc, vous mettez pas mal d'énergie. Donc, en fait, le noyau que vous produisez est très excité. Et en fait, vous n'allez pas faire de l'oxygène 16, vous allez faire 12 plus 4. Vous allez faire du carbone 12 plus de l'hélium 4. Vous vous rappelez que l'hélium 4, ça, il aime bien être tout seul, là, la particule alpha. En fait, vous formez... le noyau que vous formez là, il est trop excité et il se désintègre en émettant un alpha. Et du coup, donc 15 plus 1 égale 12 plus 4. Et alors ça, c'est intéressant parce que si on fait le bilan de tout ça maintenant, vous aviez un carbone qui était là parce qu'il vient d'une génération d'étoiles précédente. Vous lui ajoutez un proton. Ça donne un N13, le N13 devient un C13. OK. Vous avez donc le C13, vous lui rajoutez un proton. Ça fait un N14, très bien. Vous lui rajoutez un proton, ça fait un O15. O15 devient N15, très bien. Ah, pardon, c'est N ici, excusez-moi. Et le N15, vous lui rajoutez 1. Ça devrait faire de l'oxygène 16, mais il se brise. Et donc, vous lui réajoutez un proton, et vous obtenez le carbone de départ plus l'hélium. Et donc, vous voyez que vous avez en fait réalisé exactement la même réaction, le même bilan que celui qu'on avait avant, qui était celui-là. Le carbone 12 a servi de catalyseur en quelque sorte. Vous lui avez ajouté un proton, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et il vous a recraché de l'hélium 4, et lui, il est resté ce qu'il était. Vous voyez, dans ce petit bilan, c'est vraiment le carbone 12 sert à faire fusionner 4 protons en un noyau d'hélium, exactement la même chose que par le cycle PP. Bon. Alors, ça se produit effectivement dans le Soleil, beaucoup moins que l'autre, mais pour peu que la température augmente, donc pour une étoile de plus grande masse que le Soleil, en fait, ce cycle va être de plus en plus favorisé par rapport à celui-là. Si vous voulez, le taux de fusion par ce cycle-là, il est proportionnel à la température puissance 4 à peu près, grosso modo. Donc si vous augmentez de 10% la température, ça augmente de 40% au premier ordre le taux de réaction. Celui-là, ce cycle-là, il est proportionnel à la température, alors puissance beaucoup, je ne sais plus combien, mais je crois que je l'ai noté. Ouais, puissance 17. C'est colossal. À peine vous augmentez la température, vous augmentez énormément le taux de réaction par le cycle CNO. Donc si vous avez une étoile qui est un petit peu plus chaude dans son cœur, et pour ça, il suffit qu'elle soit un peu plus massive, parce que si elle est plus massive, vous vous rappelez que pour éviter l'effondrement, il faut produire plus d'énergie, qu'elle soit un peu plus chaude. Dès lors qu'elle est un peu plus chaude, en fait, ça va augmenter, bien sûr, le taux de production de ça, mais ça va augmenter encore plus. Pourquoi ça augmente à ce point-là? Pourquoi c'est différent? C'est que vous voyez qu'ici, pour initier ce cycle-là, pour démarrer, en fait, vous avez un proton à coller sur du carbone. La répulsion est bien plus grande qu'entre un proton et un proton. Là, il y a une charge 1 et une charge 1. OK, le produit des deux, c'est 1. Là, vous avez une charge 1 et une charge 6. Le produit des deux, c'est 6. Donc, la barrière coulombienne est 6 fois plus grande, si on veut, ici que là. Et si vous augmentez la température, vous allez pouvoir la vaincre plus facilement. Et en fait, donc, ce cycle-là va augmenter très rapidement si la température augmente. Donc, pour le Soleil, encore une fois, c'est ça qui domine. Mais pour une étoile un peu plus massive, ce cycle va l'emporter rapidement. Bon, c'était juste comme ça, une petite info supplémentaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la même fusion, c'est la même réaction bilan. 4 hydrogènes donnent un hélium. Ouais. Pardon? Alors, du coup, vu qu'on a retrouvé du carbone, là, après, on peut continuer à remettre un proton dessus et on le recommence, en fait. C'est pour ça que c'est un cycle, en fait.
on a du carbone, on prend 4 protons, ça donne de l'hélium, et le carbone est encore là, il reprend 4 protons, il redonne de l'hélium, donc effectivement, c'est un cycle. Alors oui, alors ça ne va pas au fer, absolument. Ça ne fait que fusionner de l'hydrogène en hélium. Donc, oui, ça peut absolument pas faire autre chose. Oui, parce qu'on pourrait se dire, voilà, si ça faisait de l'oxygène 16, par exemple, s'il ne se cassait pas, s'il n'y avait pas trop d'énergie là-dedans pour qu'il se casse tout de suite, alors on en rajouterait un, 17, 18, 19. Et en fait, non. Voilà. Donc ça reste la fusion, ça reste la fusion de l'hydrogène en hélium. Et donc, c'est la phase principale de la vie des étoiles, donc, qui correspond à la position des étoiles sur la séquence principale, vous vous rappelez, dans le fameux diagramme Hertzsprung-Russell. Autre chose aussi, bien sûr, c'est que les premières étoiles qui se sont formées dans la galaxie n'avaient que le cycle PP à disposition, puisqu'il n'y avait pas de carbone. D'accord ? Donc, au début, il n'y a que ça. Mais évidemment, plus l'évolution chimique avance, plus il y a de carbone dans le milieu ambiant, donc plus les nouvelles étoiles se forment avec déjà pas mal de carbone, et à un moment, ce cycle-là va complètement l'emporter. Enfin, surtout pour les étoiles plus massives. Mais... OK. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Je l'avais évoqué rapidement. Mais une fois qu'on a fusionné tout l'hydrogène en hélium, du coup, il n'y a plus de production d'énergie et l'étoile s'effondre. Elle s'effondre. En s'effondrant, évidemment, elle chauffe, elle se densifie. Donc, au cœur, on a la température qui augmente, la densité qui augmente. Et donc, potentiellement, on va commencer à pouvoir faire fusionner d'autres... l'hélium lui-même. Donc, alors, on avait fusion de l'hydrogène en hélium. Très bien. Si l'étoile est suffisamment massive, on a la fusion de l'hélium. Alors, on a vu que ça marche, c'est la 3 alpha, là, il faut en mettre 3, parce que 2, ça ne marche pas, et donc ça fait du carbone 12. Alors là, est-ce que j'ai le temps de vous dire un mot? J'ai le temps de vous dire un mot sur une merveille. Donc on a vu, c'est la réaction triple alpha, parce que si vous faites hélium 4 plus hélium 4, ça ferait du beryllium 8. En fait, ça en fait, mais il vit pendant, je ne sais plus exactement, mais de l'ordre de 10 puissance moins 17 secondes. C'est le chiffre que j'ai en tête. Un jour, il faudra que je vérifie exactement. Enfin, c'est cet ordre-là, je ne sais plus. Donc, l'idée, c'est que pendant ce court instant, il faut venir coller un troisième hélium 4, et à ce moment-là, ça fait un carbone 12. Ça, c'est Salpeter qui a... Je ne sais pas si vous connaissez Salpeter. Un grand astrophysicien américain, je crois que au début des années 50, 52 peut-être bien, qui a compris que c'est ça qui devait se passer. Mais le coup de génie arrive, c'est qu'en fait, il y a un monsieur absolument fantastique qui s'appelle Fred Hoyle, un Anglais, qui est mort il y a très peu de temps, je crois à 98 ans ou à 100 ans, enfin, qui, en 1954, donc à peine après, il fait le calcul, lui, quand même, et il voit que, en fait, c'est bien joli, ça, mais ça ne marche pas, en fait. 3 alpha comme ça, en fait, la durée de vie du beryllium 8 est trop petite. L'efficacité de cette réaction-là, qu'il y en ait un autre qui arrive au même moment, enfin, faire une réaction à trois corps, c'est un petit peu naïf de le décomposer en deux, mais ça donne l'ordre de grandeur. Ce qu'il voit, c'est qu'en fait, c'est un grand astrophysicien nucléaire, et il a beaucoup travaillé en physique nucléaire avec William Fowler. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de William Fowler, prix Nobel de physique. C'est les gens qui ont développé toutes les réactions nucléaires à l'époque. On sait pourquoi.
c'était important de travailler sur la réaction nucléaire. Fred Hoyle et Fowler aussi, hein, sont des astrophysiciens. Fred Hoyle, c'est un peu mon arrière-grand-père, lui, parce que c'est le directeur de thèse du directeur de thèse de mon directeur de thèse. Non, mais je me sens une filiation avec ces grands noms, on se donne des modèles comme on peut. Donc, Fred Hoyle fait le calcul de ça et il voit qu'en fait, les taux de réaction, c'est-à-dire les sections efficaces d'interaction, ne sont pas suffisantes pour arriver à fabriquer le carbone 12 dans les étoiles. En fait, ça ne va juste pas marcher. Et il dit, ça ne va pas marcher, sauf si, en fait, il y a une coïncidence de la nature fabuleuse qui fait qu'il y a une résonance liée à la proximité d'un état de la matière à 3 alpha et d'un état de la matière carbone 12 excité. On met une étoile pour dire que le noyau est excité. C'est-à-dire que si vous regardez l'échelle d'énergie, je mets ici une échelle d'énergie, un noyau d'hélium, mettons que c'est là. Ça, c'est un noyau d'hélium. Une certaine énergie, MC2. Deux noyaux d'hélium, ça a une énergie, ok, 2 fois plus grande. Soit dit en passant, la raison pour laquelle le beryllium 8 n'est pas stable, c'est que le niveau d'énergie du beryllium 8, en fait, il est là. Il est au-dessus des 2 alpha. Donc si vous l'avez, ben, il se désintègre, le système évolue vers le niveau d'énergie plus bas, donc il vous fait 2 alpha et il crache, le photon qui correspond, mais voilà. Donc ça ne marche pas. 3 alpha, 3 noyaux d'hélium, ben, du coup, c'est OK, 3 fois plus. Et le problème, c'est que le carbone 12, il est quelque part par là. Alors, il est plus bas, le carbone 12. Effectivement, il est stable. C'est-à-dire que si vous avez 3 alpha, vaut mieux en faire du carbone 12. Le problème, c'est que la rapidité, ou l'efficacité de la réaction donc, si vous faites si vous estimez le taux de réaction à partir des alphas pour faire du carbone 12, vous voyez, si vous appelez Fred Hoyle, vous voyez que ça ne marche pas, que ce n'est pas efficace. Sauf s'il existe en fait un état du carbone 12 qui est beaucoup plus proche des 3 alpha, des 3 noyaux d'hélium. Donc vous avez ici un état excité du carbone 12. C'est un état excité du noyau comme un état atomique excité. C'est une autre configuration du même noyau qui a plus d'énergie. C'est-à-dire, si vous avez le carbone 12 dans cet état-là, il va se désexciter en émettant un photon de l'énergie, dont l'énergie est la différence d'énergie, bien sûr. Mais c'est un noyau de carbone, de plein droit, avec sa structure nucléaire bien identifiée, stable, pas stable ad vitam, il va se désintégrer, mais il existe en tant que tel. Et en fait, Fred Hoyle comprend que s'il y avait un niveau du carbone, c'est-à-dire un état du noyau de carbone, qui était quasi identique à l'état à 3 alpha séparés, alors ça favoriserait cette fusion, puisqu'en fait, dès que vous avez les trois noyaux d'hélium ensemble, en fait, ça bascule sur un noyau de carbone. En fait, c'est un noyau de carbone excité. En tout cas, ça favorise la réaction nucléaire triple alpha donne carbone 12. Donc évidemment, il faut comprendre un petit peu la physique nucléaire pour arriver à voir ça, mais là où Fred Hoyle est extraordinaire, c'est qu'il dit « Ok, je vois à peu près comment fonctionnent les étoiles, je vois à quel taux se forme le carbone 12, etc. » Et il dit « Du coup, en fait, la différence d'énergie entre le noyau de carbone excité et les 3 alphas séparés, qui viennent fusionner, ça doit être temps, delta E. Temps. Il calcule, il dit ouais, ça doit être temps. Et évidemment, ces choses-là ne sont pas du tout connues à l'époque. On est au début des années 50.
Et lui, il dit, ben, désolé, s'il y a du carbone dans l'univers, il n'y a pas photo. Il doit y avoir ça, sinon on ne peut pas le fabriquer, le carbone. Parce que c'est une bonne idée, salpeter, 3 alpha, 3 fois 4 égale 12, bonne idée. Mais en pratique, non, sauf s'il y a un état excité, et il donne la valeur du delta E. Il dit, ça doit être tant. Et ils ont fait la mesure, et ils ont vu le niveau excité du carbone, exactement, je ne sais pas à combien près, mais exactement là où Fredol l'avait dit. Ça, c'est quand même un coup de génie. Donc juste, vous voyez, l'information, c'est il y a du carbone dans l'univers. Donc, il y a un niveau d'excité, un niveau excité à cet endroit-là. Wow. Et on regarde et c'est le cas. Wow. C'est quand même très fort. Voilà. Ben voilà, on est content. Alors, donc ça c'est la fusion de l'hélium. Okay. Et puis ensuite, alors donc, il faut aller plus loin. Après, il faut faire. Donc, une fois que tout l'hélium s'est transformé en carbone, alors là maintenant, à nouveau, on a l'étoile où il y a maintenant un cœur de carbone, un cœur d'hélium, un cœur de carbone, pardon. Et du coup, ça ne produit plus d'énergie, ça s'effondre, c'est reparti. Ça s'effondre, du coup, ça gagne de l'énergie, ça gagne la température, de la pression, etc., de la densité. Et on peut maintenant fusionner l'hélium. Troisième phase, fusionner le carbone. Fusion du carbone. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Ah oui, je voulais vous parler du alpha process avant. Ok. Quelle heure est-ce que j'ai quand même le... Allez, oui, rapidement. Donc, il y a ce qu'on appelle le alpha process. Donc alpha, toujours pareil, hein, ça veut dire noyau d'hélium. Alors une fois que vous avez le carbone 12, vous allez ajouter des... Enfin, je vais mettre de l'hélium 4. Et ça va vous faire tous les noyaux, les noyaux alpha. Ce qu'on appelle les noyaux alpha, qui sont des multiples de l'hélium 4, quoi. Donc, carbone 12 plus hélium 4, ça fait l'oxygène 16. Super. Oxygène 16 plus hélium 4, ça fait du néon 20. Vous voyez, c'est de l'arithmétique nucléaire, c'est pas compliqué. Néon 20 plus hélium 4, magnésium 24. Magnésium 24 plus hélium 4, silicone 28, etc. Soufre 32. 36, c'est quoi 36 36. C'est quoi 36? C'est le chlore 36. Le chlore, bien sûr, le chlore 36. Hein? Le cuivre à 40? Ah oui, non, je me disais... Oui, le krypton. Après, il y a le magnésium. Non, le titane 44. Hein? Ah, d'accord, c'est ça. Ah oui, oui. Pardon, le krypton 36. À 40, c'est combien? C'est qui à 40? Qui a 20 et 20, 40, qui c'est? Je sais que c'est titane 44, mais le 40, qu'est-ce que c'est 40? Bref. Zirconium? Ah, je ne connais pas trop celui-là. Ok. En fait, je connais le titane 44 parce qu'il est produit dans les supernovae. Ça, c'est un traceur très intéressant. Il est produit dans les supernovae dans un état excité. Et en se désexcitant, du coup, il émet un rayonnement gamma, justement. Et donc, on est capable de voir, en fait, le titane 44 dans les courbes de lumière des supernovae. Parce que du coup, ça alimente la courbe de lumière. Donc voilà, il y a quelques éléments que je connais un peu mieux que les autres, mais bref. Et ça va jusqu'au fer 56. Alors, en fait, jusqu'au nickel 56, qui ensuite décroît en cobalt 56 et en fer 56. Et puis après, vous vous rappelez, c'est plus stable. Ok, donc ça, vous faites tout un tas d'éléments. Alors au passage, vous faites aussi quelques intermédiaires. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, dans ces fournaises-là, enfin dans ces processus nucléaires, vous avez toutes les réactions possibles. Hein. Vous pouvez, bien sûr,
Vous pouvez aussi, il y a plein de photons ici très énergétiques qui vont dissocier. Par exemple, le néon 20 va se faire lui-même dissocier pour redonner de l'oxygène 16 plus de l'hélium 4. Si vous avez un photon un peu énergétique et il y en a plein autour, vous allez faire ça. Donc, vous allez avoir tout un réseau. En fait, vous êtes à l'équilibre thermodynamique et vous allez sortir avec la matière avec des abondances des noyaux qui correspondent à leur stabilité, grosso modo, dans un milieu de température donnée. Ok. Alors, moi, j'ai l'argon 36. En fait, j'avais noté, vous voyez, j'ai oublié que j'avais noté ça. Voilà. Et c'est le calcium. Ah oui, le calcium 40, bien sûr. Voilà. Voilà. Bon, enfin, peu importe. Enfin, voilà, c'est le alpha process, etc. Donc, ensuite, la fusion du carbone. C'est quoi la fusion du carbone? Et là, vous faites C12 plus C12 donne magnésium 24, justement. Et le magnésium 24, lui-même, en fait, comme là, vous êtes dans une fournaise qui a c'est une température folle pour faire fusionner, parce que là, c'est 6 x 6, 36, hein, la répulsion coulombienne. 6 de chaque côté, il faut y aller. Ça, en fait, donc il y a des photons qui vont casser le magnésium, et ça va vous faire du néon 20 plus de l'hélium 4. Pas besoin de retenir tout ça, mais comprenez juste le principe que vous êtes dans un processus de réaction nucléaire où vous êtes à l'équilibre thermodynamique dans un bain à une température donnée. Voilà, grosso modo, vous allez avoir la moitié qui fait comme ça et la moitié qui vous donne du sodium 23, etc., etc. Alors, je voulais juste vous donner les chiffres de l'enchaînement de ces phases de nucléosynthèse. Alors, bon, puis après, oui, après vous avez la photodissociation du néon qui vous redonne de l'oxygène, etc. Et puis vous avez la fusion de l'oxygène. Donc là, c'est quoi? C'est O16 plus O16. O16 plus O16, ça fait le soufre 32. Mais le soufre 32, c'est pareil, il va se faire éplucher par les photons gamma qui sont là, parce que là, on est encore à une température plus élevée, je vais vous donner les températures. Donc ça va vous faire du silicium 28, ça va vous faire du magnésium 24, etc. Bref, tout ça, vous avez compris l'idée. Et à la fin, vous fusionnez le silicium 28 lui-même, et c'est là où vous avez 26 plus 26 qui fait 56, vous tombez sur le nickel 56 après qui décroît en fer, et c'est fini, ça s'arrête là. Donc la fusion du silicium, donc 28 plus 28, et c'est fini. Mais au passage, il y a toutes les réactions intermédiaires. Qu'est-ce que j'ai noté là? Bon, enfin bref. Donc je vais juste noter, ça vous donne l'équilibre statistique de tous les noyaux en fonction de leur stabilité. Et on retrouve d'ailleurs, vous vous rappelez la première fois que je vous ai montré le diagramme d'abondance avec l'hydrogène, l'hélium, le trou du lithium-beryllium-bore, et puis après il y avait le pic du fer, et puis cette oscillation un coup sur deux. Ça, c'est vraiment la stabilité nucléaire. Et on comprend que comme les noyaux sont fabriqués à l'équilibre thermodynamique, ceux qui sont un peu plus stables, ils sont un peu plus abondants, puis c'est tout. Et il se trouve qu'on est un peu plus stable quand on a un nombre pair de nucléons. Bon, très bien. Et encore un peu plus quand on est un multiple de alpha. Donc tous ces éléments-là sont un peu favorisés. OK. Alors, ce que je voulais vous donner, c'était l'exemple d'une étoile qui aurait pour masse 25 fois la masse du Soleil. Par exemple, donc une étoile bien plus... Parce que le Soleil, lui, il fait ça pendant sa séquence principale, et puis il va faire un petit peu de ça à la fin, et puis il va s'arrêter. Il n'aura jamais... une fois qu'il y aura l'effondrement du cœur, la masse ne sera pas suffisante pour allumer la fusion du carbone. Donc ça va s'arrêter très vite. Une étoile de masse 25 masses solaires va pouvoir aller jusqu'au bout. Donc je vais juste vous donner
quelques indications de la durée de ces phases-là. Parce que je crois que j'en ai parlé la dernière fois. Donc, dans la phase de fusion de l'hydrogène, une étoile comme ça, elle va y rester de 6 à 7 millions d'années. Mégailleurs, vous vous rappelez ce symbole. Et je vous rappelle que pour le Soleil, ça, c'est à peu près 10 milliards d'années, gigailleurs. Donc, plus l'étoile est massive, plus il faut produire de l'énergie pour éviter l'effondrement, donc plus il faut consommer rapidement le carburant. Donc ça, je vous avais donné la loi approximative, c'est proportionnel à la masse puissance moins 2,5 si vous vous rappelez, la durée de vie. Donc ça, c'est la séquence principale pour une étoile de 25 masses solaires. Donc au bout de quelques millions d'années, il n'y a plus d'hydrogène dans le cœur, il n'y a que de l'hélium. Ensuite, donc elle va pouvoir allumer la fusion de l'hélium, et ça va durer 600 kiloyears, 600 000 ans, même pas 1 million d'années. Pour le Soleil, cette phase-là, pour le Soleil, c'est 100 millions d'années. Donc à chaque fois, une étoile plus massive va faire sa nucléosynthèse à un rythme beaucoup plus rapide. Ce que je vous avais dit la dernière fois aussi, c'est que plus on monte en température, plus ça va vite. D'abord parce qu'il faut produire plus d'énergie pour maintenir la température et donc la pression pour éviter l'effondrement. Puisqu'on est de plus en plus dense, la gravitation est d'autant plus grande que les corps sont proches les uns des autres. Donc il faut produire plus d'énergie. Et en plus, chaque réaction de fusion donne moins d'énergie individuellement puisqu'on s'approche du fer qui est plus stable. Donc à chaque fois, il faut aller beaucoup plus vite. Enfin, il faut fournir tellement d'énergie qu'il faut consommer le carburant beaucoup plus vite. Donc vous voyez, il y a une réduction ici d'un facteur 10. Que dis-je? Oui, c'est ça, 10, pardon. Là, c'était 100. Très bien. Donc là, pendant... Non, qu'est-ce que... Si, c'est ça. 600 000 ans. Ensuite, la fusion du carbone, ça va durer 500 ans. Vous voyez comme ça s'accélère? Ça devient à l'échelle humaine. Alors, il n'y a pas pour le Soleil, il n'y aura pas de fusion de l'hélium pour le Soleil. La fusion... alors, la phase de... ce qu'on appelle la photodissociation du néon, là, bon, je ne l'ai pas noté. Ça va durer ce qu'on appelle le néon burning. Ça, c'est carbone burning. Néon burning, ça, c'est 80 jours. D'accord? Après, il y a l'oxygène burning. Donc là, O16 plus O16 donne soufre et puis tous les trucs qui s'en suivent suite aux photodissociations. Alors ça, c'est un petit peu plus. Ça, c'est 150 jours. Parce qu'en fait, ça, c'est pas vraiment du burning, ça, c'est la photodissociation du néon. Hein, c'est le néon qui redevient de l'oxygène. Hein, je croyais l'avoir écrit. Néon plus gamma. Enfin, voilà, ce néon, il fait O16 plus alpha, plus hélium 4. Une fois qu'on a l'oxygène 16, c'est reparti pour une vraie fusion. 150 jours. Et puis après, donc, l'oxygène, il fait, je vous ai dit, il finit par faire du silicium. Et le silicium burning, ça dure 3 jours. Et une fois que le silicium est brûlé, eh bien, c'est terminé. Et donc, on a le cœur de fer. Et là, en quelques secondes, la supernova éjecte toutes ces couches. Allez, je le refais. Paf! Yes! Voilà. Donc, on est au bout. Bon, c'était juste pour vous donner une idée de ces choses-là. Alors, vous voyez que ça s'accélère énormément. Et alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est que vous avez un découplage au bout d'un moment. Donc, ça fait une étoile avec une structure, comme on dit, en couche d'oignon. Vous avez le fer à l'intérieur, le silicium, l'oxygène,
enfin le carbone, vous allez voir du néon ici, le carbone, l'hélium, encore sur le tour, les protons qui n'avaient pas participé. Voilà, donc vous avez une structure comme ça en couche d'oignon. Et en fait, vous pouvez avoir, en fait, par exemple, un cœur de silicium, voilà, la phase avant le silicium burning, par exemple. Et ici, donc c'est pas assez chaud pour allumer, c'est pas encore assez effondré, assez chaud, etc., pour allumer le silicium, mais c'est déjà assez chaud ici en périphérie pour faire brûler le carbone. Et donc, en fait, vous allez produire de l'énergie ici un peu en périphérie qui va faire gonfler l'étoile. Alors, suivant la masse de l'étoile, ça peut gonfler jusqu'à, vous avez parlé de la pression de radiation, ça peut émettre un vent qui libère plein de noyaux déjà synthétisés au cœur de l'étoile dans le milieu interstellaire. Donc ça, c'est une source d'enrichissement du milieu interstellaire en noyaux synthétisés. Mais vous voyez aussi que vous avez l'étoile qui peut gonfler, du coup, parce que là, il y a une pression énorme qui vient, donc l'enveloppe gonfle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un découplage, en fait, entre ce qui se passe au cœur, la fusion du silicium, par exemple, et ce qui se passe à l'extérieur. Or, nous, ce qu'on voit, c'est l'enveloppe. Donc, vous avez une étoile qui est devenue une géante parce qu'elle a gonflé, une géante rouge parce que, du coup, ces couches externes sont relativement froides parce qu'elles sont en expansion. Ce n'est pas elles qui brûlent, hein, donc c'est plus bas, mais ça repousse tout. Donc, vous avez une géante rouge. Vous voyez une étoile qui est une géante rouge et vous ne savez pas du tout à quel stade elle en est, en fait. Vous ne savez pas si elle en est déjà là, ou si elle en est là, ou là, ou là, ou là. Et il n'y a rien qui, en regardant l'étoile, il n'y a rien qui vous permet de dire si elle va exploser dans 3 jours, ou s'il y en a encore pour 500 ans. Et en fait, quand on regarde par exemple Bételgeuse, dans la constellation d'Orion, on sait qu'elle va exploser. Mais on voit que son enveloppe, et l'enveloppe ne nous renseigne pas au stade où on en est sur l'état. Si ça se trouve, c'est demain. Ça se trouve, c'est même maintenant, faites voir. Vous voyez, il y a ce découplage, donc on sait que c'est pour bientôt. Mais bon, voilà, on est peut-être là, on verra. Bon. Ah, je ne sais plus si je vous avais dit, il y a à peu près 2 ou 3 explosions de supernovas par siècle dans notre galaxie. Alors, le fait étrange, c'est que Tycho a eu la sienne, Tycho Brahe, en 1576, je ne sais plus exactement. Kepler a eu la sienne, 1609, 10, 9. Et puis depuis, on n'a pas eu. Or, normalement, il y en a 3, ouais, il y en a 2, 3 par siècle. Donc, ça commence à faire beaucoup qu'on a raté, en fait. Alors, on en a eu une, notre génération, si je puis dire, on a eu une en 1987. Mais ce n'était pas dans notre galaxie, c'était dans le nuage de Magellan, qui n'est pas loin. C'est pas notre galaxie. Enfin, c'est pas loin, et ça nous a permis, alors d'abord, de vérifier toutes les théories qui avaient été élaborées sur la fin des étoiles, l'évolution, l'explosion, comment ça se passe, y compris le moteur de ces explosions, qui, si vous vous rappelez, je ne le refais pas là, mais, donc le cœur dense de neutrons, qui est fait par proton plus électron donne neutron plus neutrino. L'étoile qui a explosé, c'était donc dans le nuage de Magellan, on l'avait vu avant. Alors on ne savait pas qu'elle allait exploser le lendemain, justement. C'était une étoile massive d'ailleurs, une étoile bleue, qui avait justement perdu beaucoup de masse par son vent, etc. Bref. Donc, il suffit de regarder les images d'archives, on sait très bien quelle étoile c'est, on la connaît, donc on connaissait sa masse, etc. Et on peut savoir combien de protons ont été transformés en neutrons, et donc combien de neutrinos ont été émis. Eh bien, figurez-vous qu'on a vu ces neutrinos lors de l'explosion. Alors, on en a vu, je ne sais plus, 5 ou 6. Il y avait quelques... sur la planète, il y avait un détecteur... Je crois que c'est le détecteur sous le Mont Blanc, qu'on a vu 2 ou 3. Il y avait un détecteur, je crois, au Japon. On a vu une poignée de... Alors,
des neutrinos, on en voit souvent des neutrinos, mais qui viennent du Soleil, ceux de la fusion du Soleil, enfin de la fusion de l'hélium dans le Soleil. Mais ils ont des caractéristiques différentes. Et ceux-là, ils sont arrivés en coïncidence, enfin avec un certain retard aussi, c'est assez intéressant. Enfin, ah non, justement, on n'a pas la mesure du retard. Ils sont arrivés en coïncidence temporelle. Évidemment, les neutrinos vont à la vitesse de la lumière. Maintenant, on sait qu'ils ne sont pas de masse nulle, mais quasi. Donc, pour venir de si près, ça ne fait pas une différence. Mais est-ce qu'ils arrivent avant le flash lumineux ou après? En fait, je crois qu'ils sont arrivés avant, parce qu'en fait, le flash lumineux, et je ne sais pas si on avait la précision à l'époque, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ça qu'on verrait. On verrait d'abord les neutrinos, parce qu'ils sont formés au moment de la transformation des protons en neutrons, et après, l'étoile rebondit sur le cœur neutron, crée cette onde de choc qui chauffe le gaz ambiant jusqu'à milliards de degrés, refait des réactions nucléaires, etc. Et là, vous voyez la lumière. Donc après, en fait. Donc les neutrinos doivent arriver avant. Bref, et on a vu ces neutrinos. C'est la première fois qu'on voyait des neutrinos qui viennent d'ailleurs que du Soleil. Et il a fallu attendre, donc 1987, ça c'était, il a fallu attendre il y a une dizaine d'années pour voir d'autres neutrinos extrasolaires qui viennent là. On ne sait pas exactement quelle en est la source, mais grosso modo, c'est lié aux rayons cosmiques, aux particules énergétiques qui créent des réactions en se propageant dans la galaxie et même dans le milieu extragalactique et qui font des neutrinos au passage. Je reviendrai peut-être une autre fois. Bref, donc voilà, on n'a pas eu, donc, depuis, je crois que c'est 1609, celle de Kepler, ben, depuis, on n'avait rien eu. Celle-là, ce n'est pas non plus dans la galaxie. Alors la question, c'est où sont-elles? Alors, est-ce que c'est une fluctuation statistique? Parce que c'est à peu près 2-3 par siècle. Évidemment, ça dépend de quand les étoiles arrivent en fin de vie. Simplement, on peut estimer, on voit à peu près combien il y a d'étoiles massives dans notre galaxie. On voit à peu près combien se forment d'étoiles chaque siècle, grosso modo. Enfin, disons, on a un taux de formation d'étoiles. Si vous faites la moyenne sur la galaxie, vous savez quelle fraction de ces étoiles ont une masse suffisante pour exploser en supernova. Bref, on fait une estimation et on voit, grosso modo, il y en a 2-3 par siècle. Et si on regarde ce qu'on appelle les restes de supernova, ou même si on regarde dans d'autres galaxies, en fait, parce qu'on voit, quand je dis on n'en a pas eu d'autres, bien sûr, on en voit très souvent, on en voit plusieurs par an, des supernovées, mais d'autres galaxies pour lesquelles on n'a pas une mesure de l'étoile avant, etc., individuellement. On voit la galaxie, puis d'un seul coup, on voit un énorme coup de lumière dans la galaxie. Ah, ok, c'est une supernova. Puis on peut suivre les choses, très bien. Mais on voudrait en avoir une dans notre galaxie pour faire toute l'étude précise, la quantité de matériaux qui a été synthétisé, etc. Enfin, il y aurait 1000 choses à faire. Ça va arriver, hein, ça va arriver bien un de ces jours, quoi. Mais pour l'instant, on n'a pas eu. Bref, mais on sait estimer qu'il y en a vraiment 2-3 par siècle. Alors la question, c'est pourquoi on ne les a pas vus? Et la réponse, c'est probablement que ce n'est pas une fluctuation statistique. Quand même, si vous en avez 2-3 par siècle et qu'en 4 siècles, vous en avez eu 0, c'est comme si vous tirez à pile ou face pour avoir... vous pouvez avoir 5 piles d'affilée, mais une fois que vous avez eu 16 piles d'affilée, à un moment, vous dites que la pièce, elle est truquée, quoi. Donc, l'idée, c'est que peut-être, en fait, probablement, il y a beaucoup d'étoiles massives qui explosent à l'intérieur de nuages encore très denses, et donc on ne voit pas la lumière sortir. Possibilité. Deuxième possibilité, c'est qu'au contraire, les étoiles massives, il y en a qui explosent, ça creuse une espèce de grosse bulle autour qu'on appelle superbulle, j'y reviendrai une autre fois, où la matière est très peu dense, et quand vient exploser là-dedans une nouvelle étoile, ben en fait, ça explose dans le vide, grosso modo, et ça ne fait pas grand-chose. Surtout, ça explose dans un milieu qui est déjà très chaud, très peu dense, la vitesse du son est élevée, donc peut-être que l'éjecta n'est pas supersonique, et du coup, on ne voit pas. Voilà, c'est peut-être une combinaison des deux. Enfin, en tout cas, il y a une petite question. On arrive à bien décrire ce qui se passe. Voilà, on a une étoile qui s'effondre, qui explose dans un milieu ambiant qui est le milieu standard. OK. Ça donne ce qu'a vu Kepler, ça donne ce qu'a vu Tycho Brahe, très bien. Mais peut-être qu'il y a des environnements, il
y a des environnements pour les supernovae qui font qu'il ne se passe pas les choses aussi bien. Enfin bref, tout ça pour dire que même sur des choses aussi simples et basiques que ça, il y a encore des choses qu'on ne comprend pas forcément très bien. Par ailleurs, il y a peut-être aussi des supernovae ratées. Des gens qui se demandent si en fait on ne pourrait pas faire un effondrement qui aille direct au trou noir sans vraiment un rebond. Alors comment, on ne sait pas trop, mais après tout on ne sait pas non plus. Vous vous rappelez aussi que les modèles numériques ne savent pas si bien faire que ça pour faire exploser les supernovae. Justement, de temps en temps, ça avorte. Donc est-ce que c'est peut-être ça en fait? Il y a peut-être des supernovae qui n'ont pas lieu en fait. Et qui, ouais, donc la matière, enfin, l'onde de choc n'arrive pas vraiment à percer toute l'étoile, et du coup, ça s'effondre et ça finit en trou noir et on n'en parle plus. Et on n'a pas vu de supernova. Donc, enfin, voilà, il y a des questions encore, et donc il y a des choses à apprendre intéressantes. Évidemment, ça a une incidence sur la quantité, sur l'enrichissement de la galaxie en matière synthétisée, puisque c'est l'explosion des supernovae qui redistribue dans le milieu interstellaire la matière synthétisée. Donc, s'il y a moins de supernovae qu'on croit qui, effectivement, vont jusqu'au bout, alors, il faut revoir aussi l'évolution chimique. Bon. En même temps, comme je vous dis, quand on voit dans les autres galaxies, on a l'impression que si ça explose comme il faut... Bon, bref, tout ça n'est pas complètement clair, et tant mieux. Il y a encore du boulot. Oh là, il est tard. Bon. Je vais m'arrêter. Alors, je vous parlerai des supernovas de type 1A la prochaine fois, parce que ça n'a rien à voir, en fait. Et on fera de la cosmologie, alors peut-être. Je parlerai du CMB. C'est bon? Pas de questions? Ok. Merci.